Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer les écrits de William George Jordan et plus particulièrement son livre de 1898, La Majesté du calme. C'est un recueil d'essais assez court mais plutôt dense. Ça parle de force intérieure, d'autonomie, de comment on navigue dans la vie, quoi. Notre idée, c'est d'aller chercher les concepts clés chez Jordan. Comment il voit la paix intérieure, comment gérer cette espèce de course permanente qu'il appelait déjà la hâte. Et puis, notre influence sur les autres, le sens de l'échec, et évidemment la grande question, le bonheur, c'est quoi pour lui? Et on va voir si tout ça, qui date de plus d'un siècle, ça résonne encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une anecdote qui m'a marqué dans le livre, pour commencer. Le prince Bismarck, une figure de pouvoir, 83 ans de vie, de succès, et il aurait dit n'avoir jamais connu 24 heures de bonheur d'affilée. Ça pose question, non? Si même lui, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? C'est un peu ça qui va nous guider. Alors, commençons par le titre, La Majesté du calme. Jordan dit que c'est la qualité la plus rare. Mais attention, c'est pas être froid ou fataliste. Non, pour lui, ça vient de l'intérieur, d'une sorte d'harmonie avec soi, avec ses idéaux. Consciente. Un équilibre qui vient de la confiance en soi, de l'autonomie, de la maîtrise en fait. Il utilise une image que je trouve très parlante, celle de l'océan. En surface, ça peut être agité, y avoir des tempêtes, mais dans les profondeurs, le calme demeure. Ou alors le capitaine de navire. Lui, il tient son cap malgré tout, la tempête, les récifs. Il est concentré sur sa destination, il sait qu'il fait de son mieux chaque jour, avec ce qu'il a. C'est pas l'absence de problème, c'est comment on y fait face. D'accord, mais concrètement, au quotidien, comment on fait pour cultiver ça? Parce que les soucis, les critiques, ça arrive tout le temps. Jordan est assez direct là-dessus, non? Oui, il est assez pragmatique. Il suggère de ne pas se laisser submerger. Quand un souci pointe, hop, on s'arrête, on le regarde bien en face, on l'analyse, un par un, dit-il, avec volonté, jusqu'à ce qu'il perde de sa force, un peu comme, je sais pas, la brume qui se lève. Et face à la médisance, la calomnie, il a cette autre image, celle du héron face à l'aigle. Le héron reste calme, digne, et l'aigle, dans sa fureur, parfois il s'empale sur le bec du héron. L'idée, c'est que la dignité calme, c'est une bien meilleure défense que l'agressivité. Il parle même d'un effet boomerang naturel. La vengeance perso, c'est inutile en gros. Ah oui, intéressant cet effet boomerang. Donc ce calme, c'est plus qu'une simple tranquillité, c'est vraiment une marque de force intérieure. Ah, mais complètement. Il dit que c'est le couronnement de la maîtrise de soi. Et ce n'est pas un truc égoïste, un repli sur soi. Au contraire, avoir ce qu'il appelle ce saint des saints intérieur, ce noyau de calme, ça permet justement de mieux agir dans le monde, avec plus de force, plus de discernement. C'est une source où on puise, un peu comme les montagnes, stable, profonde. Cette force tranquille, elle se voit, elle rayonne. D'ailleurs, on peut se demander si c'est pas ça qui manquait à Bismarck, malgré toute sa puissance extérieure. Bonne question. Mais ce calme, justement, il est menacé. Et Jordan pointe un coupable, la hâte. Hurry, en anglais. Il disait ça fléau de l'Amérique en 1898. C'est fou de se dire que c'était déjà un problème. Il fait une distinction importante d'ailleurs. Oui, c'est crucial ça. Il distingue la hâte, cette agitation brouillonne, impatiente, sans méthode, de la vélocité, haste en anglais, qui, elle, est orientée vers un but clair avec efficacité. La hâte, c'est la confusion, le gaspillage d'énergie. L'exemple qu'il donne, c'est la tour de Babel, trop de gens, trop d'ambition désordonnée, pas de chef d'orchestre. Ça mène au chaos. Voilà. Et les conséquences de cette hâte permanente, il est décrit comme assez grave, non? On dirait qu'il parle de nous aujourd'hui. C'est frappant, oui. Il dit qu'à force de courir après l'argent, le succès, on sacrifie l'essentiel, la santé, la famille, même l'honneur parfois. Des choses irremplaçables. Il a même cette pique assez étonnante sur la famille, où l'épouse, dit-il, passe son temps à décrypter l'humeur de son mari d'affaires stressé, comme si elle n'avait pas ses propres soucis. Et il ironise en se demandant si l'homme n'est pas le sexe faible, finalement, à avoir besoin d'autant d'égards. Ah oui, quand même. Il avait d'autres exemples de cette culture de la précipitation? Oh oui. Il critique l'éducation qui gave les enfants de faits sans leur apprendre à penser, à observer par eux-mêmes. Il parle des quick lunch, ces déjeuners sur le pouce qui mènent à la dyspepsie, on dirait nous pose devant l'ordi. Et pour lui, cette hâte, ça mène tout droit à l'épuisement nerveux, au breakdown comme on dit maintenant. Et le remède alors? Parce que ralentir, c'est bien joli, mais... Son remède est simple en apparence. Accepter que les grandes choses, ça prend du temps. L'image du chêne qui met des siècles face aux champignons qui poussent en une nuit. C'est clair, non ? Il faut donc cultiver la patience,
intégrer des moments de repos, d'équilibre. Et il insiste, il faut bannir le mot hâte de nos vies. L'idée, c'est de continuer à faire de son mieux, mais sans cette fébrilité qui gâche tout et qui est souvent contre-productive au final. Faire de son mieux sans hâte. Ok, ça demande une qualité de présence. Et ça nous amène à un autre point fort chez Jordan, notre influence personnelle. Il dit qu'on rayonne quelque chose, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est une idée assez puissante. Il parle d'une radiation silencieuse de ce qu'on est vraiment au fond, pas juste nos mots, nos actes. Il compare ça aux forces invisibles dans la nature, comme la gravité, la chaleur. Notre état intérieur, notre personnalité, ça impacte constamment notre entourage. Il dit même un truc étonnant que la majorité de la lumière des étoiles nous vient d'étoiles invisibles à l'œil nu. Belle métaphore pour l'influence discrète, hein? Et il y aurait différents rayonnements, c'est ça. Certains seraient des soleils, d'autres des icebergs. C'est ça. Il y a ceux qui amènent la joie, la confiance, et puis ceux qui distillent le doute, la méfiance. Certains sont froids, distants, d'autres chaleureux comme le Gulf Stream. Certains sont lourds, déprimants, d'autres vivifiants comme l'air marin. Et il insiste sur un point. L'insincérité, ça finit toujours par se voir. On ne peut pas tricher longtemps. Nos yeux, notre attitude, ça trahit notre état intérieur. Oula, c'est une sacrée responsabilité cette influence invisible. Comment on la gère alors? Faut devenir parfait? Activement des qualités positives. La douceur, le calme, la confiance, la vérité. Le but n'est pas de jouer un rôle, mais de les cultiver sincèrement en soi. Et il croit à l'effet domino, quoi. Un petit acte peut avoir des conséquences énormes. Il donne l'exemple de Godwin, qui inspire Malthus, qui inspire Darwin, sur 60 ans. Et il se demande si ça n'a pas commencé avec un berger anonyme bien avant. Donc, l'idée c'est de bosser sur soi pour rayonner positivement. Et l'environnement, ça compte aussi, hein? Ah oui, beaucoup. Il conseille de choisir son environnement comme on choisit où mettre une plante. Si on ne peut pas changer d'environnement, alors il faut se fortifier moralement. Prendre une sorte de quinine morale, dit-il, pour résister au négatif. Et pour influencer, il faut incarner ce qu'on dit. L'aimant doit être aimanté avant d'attirer le fer. Un parent ne peut pas prêcher la vérité s'il ment lui-même. Le but, c'est d'être une inspiration authentique. Et cette authenticité, cette force intérieure, elle repose sur quoi au fond pour Jordan? Sur l'autonomie. Le self-reliance, la confiance en soi, c'est une chose, mais ça suffit pas. Il faut être capable d'agir par soi-même. Voir l'ange dans le marbre, c'est la vision. Prendre le burin pour le sculpter, ça, c'est l'autonomie. Pour lui, la vie, c'est un problème individuel. Chacun doit trouver ses solutions. La nature, elle n'accepte pas les doublures, hein. On ne peut pas envoyer quelqu'un faire du sport à notre place. Ni guérir en regardant ses médocs sur la table de nuit. Exactement. Et si on manque d'autonomie, ça donne quoi? Ça mène à la faiblesse, à l'hésitation, au doute constant et surtout à cette tendance à blâmer les autres. J'en m'aime pas, c'est la faute d'eux, c'est un complot. Alors que la personne autonome, elle cherche en elle la force de combattre ses propres faiblesses et les pressions extérieures. Elle sait que les grands personnages ont souvent galéré. Elle voit la défaite comme un truc temporaire, comme un tunnel. C'est sombre, mais on sait qu'il y a une sortie. Il applique même ça aux nations, je crois. Oui, il soutient que la force d'une nation dépend de son autosuffisance. Il prend l'exemple de Rome, dont la chute serait liée en partie à sa dépendance aux esclaves. Ça aurait tué l'autonomie individuelle et donc la force collective. Bon, c'est une vision un peu simplifiée historiquement, mais l'idée est là. L'appel est clair en tout cas, faut être un chêne, pas une liane qui s'accroche. C'est exactement ça. Être prêt à aider, bien sûr, mais ne pas dépendre des autres pour tenir debout soi-même. Mener ses propres batailles, chercher les opportunités. La vraie compétition, dit Jordan, c'est avec soi-même. Il cite ce patron d'Assyrie, Daniel Morel, qui disait « On essaye toujours de faire mieux que notre dernière fournée de rails ». C'est ça l'idée. Ne pas vivre dans l'ombre des autres. L'amitié, c'est précieux, une bouée de sauvetage. Mais la force principale doit venir de l'intérieur. Ok. Mais même en étant fort et autonome, l'échec, ça arrive. Et là, Jordan a une vision assez spéciale, non? Il dit que l'échec peut être un succès. C'est un des points les plus paradoxaux et puissants de sa pensée, je trouve. Il dit pas juste « tirez les leçons de vos échecs ». Non, il va plus loin. L'échec lui-même peut être le vrai succès, parce qu'il nous réoriente, parfois de façon un peu rude, vers une voie qu'on n'aurait jamais prise sinon, et qui peut être bien meilleure. Faut du courage pour voir ça comme ça. Il a des exemples concrets?
Oui, plein. L'échec du radeau de M. Joggins qui, en se désintégrant, a permis de cartographier les courants marins grâce au signalement. L'échec des alchimistes à trouver l'or, qui a en fait donné naissance à la chimie moderne. L'échec de Colomb à trouver l'Inde, qui, bon, on connaît la suite. David Livingstone qui ne peut pas aller en Chine et qui devient explorateur de l'Afrique. Sir Walter Scott ruiné qui écrit ses chefs-d'œuvre pour rembourser ses dettes. Millet dont la pauvreté aurait intensifié son art. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai raté, mais plutôt qu'est-ce que cet échec a rendu possible? Ou qu'est-ce qu'il m'a appris? Exactement. L'échec est vu comme un éducateur. Sévère, parfois, mais bénéfique. C'est pas l'événement qui compte, mais comment on le reçoit, comment on le transforme. La pauvreté peut enrichir l'âme, la richesse peut l'appauvrir. Avec le recul, dit-il, on voit souvent une logique cachée derrière les difficultés. Un travail honnête n'est jamais vraiment perdu, il enseigne toujours quelque chose. Les échecs peuvent devenir des fondations solides, comme l'oiseau qui utilise le vent contraire pour s'élever. C'est une belle image. Face à toute cette complexité, le calme à trouver, la hâte à fuir, l'échec à transformer, et puis toutes ces questions sur la vie sans réponse facile, Jordan propose une sorte de guide, non? Un principe plus simple pour avancer. Oui, c'est son chapitre Faire de son mieux en tout temps. Puisqu'on ne peut pas tout comprendre, pourquoi la souffrance, l'injustice, etc., il suggère de se concentrer sur une seule chose, faire de son mieux, ici et maintenant, avec la lumière qu'on a. Avoir foi qu'un créateur juste, comme il dit, ne demande pas plus que ça. Et ce mieux, ça concerne tout, même les petites choses du quotidien. Absolument tout. Le soleil éclaire aussi bien la feuille morte que la montagne. La goutte d'eau a la même composition que l'océan. Il faut chercher à donner de la dignité à chaque tâche, même la plus humble. Mais attention, c'est pas une résignation passive. Il parle d'un mécontentement divin, c'est-à-dire être satisfait avec le mieux qu'on a fait aujourd'hui, mais toujours aspirer à faire encore mieux demain. Ça demande une certaine vigilance sur soi-même, j'imagine. Oui, il donne l'exemple de l'acteur Elwood Booth qui, même en privé, cultivait la grâce dans ses gestes pour qu'elle devienne naturelle en scène. Il nous dit aussi de nous méfier de l'idée de chance. Pour lui, le succès, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Point. Et il nous encourage à ne pas avoir peur de vieillir en citant tous ces gens qui ont appris ou créé tard. Socrate, Caton, Franklin. Il mentionne même Chevreul, un scientifique français actif à 103 ans. L'idée centrale, c'est donc de regarder vers le présent et l'avenir en utilisant le passé comme un éclairage, mais sans s'y morfondre. C'est tout à fait ça. Le passé est passé. Seul le présent nous appartient et le futur qu'on construit à partir de ce présent. Apprendre du passé? Oui. Ruminer les regrets? Non. Et tout ça, finalement, nous ramène à notre point de départ, Bismarck et la question du bonheur. Comment Jordan le définit, ce fameux bonheur, dans son dernier chapitre sur la voie royale? Alors, pour lui, le bonheur, ça ne dépend absolument pas des circonstances extérieures. C'est un état intérieur. C'est être et non pas avoir. C'est jouir de ce qu'on est et fait, pas juste posséder des choses. Il le décrit comme l'arôme d'une vie vécue en harmonie avec des idéaux élevés. C'est joli, je trouve. Il va même jusqu'à dire, de façon un peu provocatrice, qu'un martyr sur son bûcher peut être plus heureux qu'un roi sur son trône, si sa conscience est en paix. Et il fait attention à ne pas le confondre avec d'autres choses qui lui ressemblent. Oui, il met en garde contre ce qu'il appelle les doublures. La gratification, c'est bien, mais c'est partiel. La satisfaction, c'est un équilibre désir-possession, mais c'est temporaire, car les désirs renaissent sans cesse. Le contentement, attention dit-il, c'est souvent une forme de résignation molle qui tue le progrès. Il faut être content avec ce qu'on a, mais jamais de ce qu'on est. Faut toujours vouloir progresser. Et le plaisir, c'est éphémère, ça peut coexister avec une mauvaise conscience, et ça peut laisser un goût amer après coup. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérise le vrai bonheur, alors, pour Jordan? Il y a toujours un élément d'amour dedans. Amour des parents, amour romantique, amour de l'humanité, ou l'amour d'une grande œuvre, d'une cause. Et un point essentiel, on ne l'attrape pas en lui courant après directement. C'est comme essayer d'attraper son ombre, ça marche pas. Il faut viser autre chose, quelque chose de plus grand que soi. Le bonheur vient alors comme une conséquence. Et il décrit une voie royale pour y arriver? Oui, en 4 étapes, qu'il appelle les 4 C. Consécration,
Dédier sa vie à quelque chose qui nous dépasse, le service, un idéal. Concentration, simplifier sa vie, focaliser son énergie, arrêter de la gaspiller en inquiétudes inutiles. Conquête, maîtriser ses faiblesses, rester fidèle à ses principes face aux obstacles. Et enfin, conscience, faire de l'approbation de sa propre conscience la plus haute autorité sur Terre. Donc, le bonheur, c'est une sorte de résultat, pas un but en soi. C'est donner plus que recevoir. Et les petits gestes du quotidien, ça compte. Exactement. Le bonheur est souvent teinté, dit-il, de la douceur d'une peine qu'on a surmontée. Et il propose ce petit motto, juste pour aujourd'hui. Faire chaque jour de petits actes de gentillesse, de patience, de vérité. C'est en rayonnant ces qualités qu'on finit par ressentir le bonheur, presque sans s'en rendre compte. Bon, si on essaye de récapituler un peu tout ça, cette exploration de la majesté du calme, ça nous donne une vision assez complète finalement. La force vient du calme intérieur, qui lui-même est nourri par l'autonomie. On a une influence constante, donc autant la rendre positive. L'échec, ce n'est pas une fin, c'est peut-être un nouveau départ. L'essentiel, c'est de faire de son mieux à chaque instant. Et le bonheur, il découle un peu de tout ça, d'une vie alignée, tournée vers le don, l'intégrité. Oui, et ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est de voir à quel point ces idées de 1898, elles nous parlent encore aujourd'hui, peut-être même plus qu'à l'époque. Cette pression de la vitesse, cette hâte qui est peut-être encore pire maintenant avec nos technologies, la surcharge d'infos, la quête de sens. Jordan nous rappelle l'importance fondamentale de cultiver son jardin intérieur, comme disait l'autre. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion, à une époque qui est quand même très tournée vers l'extérieur, la validation des autres, les résultats rapides, les hacks de vie. Est-ce que finalement le choix le plus radical et peut-être le plus efficace pour trouver un bien-être durable, ce serait pas justement de revenir à cette culture intérieure que prône Jordan, de prioriser le calme, l'autonomie, la conscience, même si ça demande la patience, la croissance lente d'un chêne, plutôt que la vitesse éphémère d'un champignon?